Bonjour à tous, vous pouvez nous écrire un petit message pour signaler votre présence. Ah, mais voilà, pardon, j'avais pas les messages. Bon, bah c'est bien, ça me permet de. Eh bien, on va commencer. Il est 9h31. Donc déjà, je voulais vous remercier à tous d'être présents pour ce webinaire. C'est vrai que comme on n'a pas les retours caméra, on a l'impression d'être un petit peu tout seul dans une boîte, même si nous sommes chacun dans des boîtes différentes. Par boîte, j'entends espace. Hein. Alors pour commencer, en fait, pour attendre que tout le monde nous rejoigne, on a préparé un petit questionnaire qui doit apparaître sur la droite de votre écran. En fait, on aimerait bien savoir où vous en êtes dans vos projets, savoir si aujourd'hui vous avez lancé un projet de réaménagement de vos locaux. Est-ce que tout est gelé? Est-ce que vous êtes en pleine réflexion? Est-ce que vous avez déjà démarré une expérimentation? Voilà, donc on vous invite à répondre au petit questionnaire là qui est en ligne à droite. Il suffit de cliquer sur répondre normalement pour que ça s'affiche. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les passer sur le fil pour qu'on puisse y répondre. Et vous avez la possibilité, j'espère que vous entendez bien. Si vous avez des petits soucis, n'hésitez pas à me les faire savoir dans le fil, j'essaierai de les régler. Ok. Donc pour l'instant, ce qui apparaît, c'est quand même plutôt la pleine réflexion. Donc, de toute façon, on va le laisser un petit peu courir le temps que tout le monde rejoigne. Bon, bah, il est 34. Je pense qu'on va pouvoir commencer notre webinaire. Dora, juste une petite vérification. Du coup, toi, tu as la main pour passer les slides ou pas du tout? Oui. C'est bon. Et Pierre, est-ce que vous avez la main pour passer les slides ou pas du tout? Je vous laisse le faire. D'accord, ça marche. Ok, Vincent nous précise qu'il y a des petits échos, donc ceux qui ne parlent pas devraient couper leur micro. Bon. Alors, donc, pour vous expliquer un petit peu le déroulé, le webinaire devrait durer à peu près une grosse heure, et puis ensuite, on a prévu quand même un temps d'échange. Pour vous accompagner lors de ce webinaire, donc on peut passer à la slide suivante. Vous avez donc Dora Grab et Pierre Boucher. Dora Grab est la directrice du développement de Génie des lieux. C'est elle qui porte tous les sujets de recherche de l'entreprise, les sujets de recherche et d'innovation. Elle a créé le pôle accompagnement au changement en 2015, et donc elle a accompagné vraiment des gros projets de grande envergure pour Génie des lieux et des grands comptes. Pierre, quant à lui, est le fondateur et dirigeant de Génie des lieux. Il mène la révolution des espaces et des modes de travail depuis les tout débuts de l'entreprise, c'est-à-dire depuis 1996. Inlassable militant d'un espace conçu vraiment pour ceux qui y travaillent, il n'a de cesse de mettre l'humain au centre des lieux que Génie des lieux conçoit. Pour ma part, je suis Stéphanie Guinet et je m'occupe de la communication de Génie des lieux.
Du coup, on va vous faire une présentation un petit peu globale de Génie des lieux, un petit peu rapide avec le contexte, et puis on reviendra pour vous expliquer un petit peu le déroulé et ce que on a souhaité vous apporter avec ce WebiKit, voilà, qui est donc pour essayer de répondre concrètement à vos problématiques. Donc, je laisse la parole à Pierre. Merci Stéphanie. Donc je précise, je suis bien cofondateur de Génie avec Gérard Pinault, qui va être présent, je pense, lors de ce WebiKit. Voilà. Donc Génie des lieux, Pardon. On commence par la fin. Je présente rapidement Génie des lieux. Dans une première séquence. Donc la mission de Génie des lieux, elle est relativement simple, peut-être complexe à mettre en œuvre, mais simple en termes d'ambition. C'est d'aider les organisations privées et publiques à devenir plus performantes en agissant sur les lieux de travail. Voilà, à l'occasion de projets de transformation, de déménagement, de réaménagement. Notre enjeu, c'est de rendre les organisations plus performantes. Et pour ce faire, on agit sur 3 leviers. Qui sont les lieux de travail, bien sûr, les modes de travail et l'accompagnement des collaborateurs. Voilà, il faut agir vraiment sur ces 3 leviers en même temps pour penser et mettre en œuvre un environnement de travail qui soit le plus cohérent et le plus performant. Il faut agir, on voit bien que la crise actuelle a bien milité pour agir sur ces 3 leviers en même temps. Penser les lieux sans penser les modes de travail et sans accompagner les collaborateurs, ça fait pas de sens aujourd'hui. Donc c'est notre ADN depuis bientôt 25 ans. Donc Génie des lieux en quelques mots ensuite, c'est donc 25 ans d'ancienneté, comme je disais tout à l'heure. C'est sur la slide suivante, c'est une communauté 50 talents, enfin collaborateurs qui portent ce projet d'entreprise, organisé en différentes communautés métiers, d'architectes, d'architectes d'intérieur, d'ergonomes, de sociologues, d'infographes spécialisés, de pilotes travaux, de designers. Voilà, on a accompagné, on ne les a pas comptés, mais autour de 500 clients là depuis 25 ans. Notre approche est de développer vraiment un conseil indépendant sur mesure et pas d'imposer un modèle qui correspondrait à une tendance ou qui a été déjà fait sur un autre projet. On est vraiment sur une approche totalement spécifique en fonction de la culture, du métier, du contexte d'un client, d'apporter la meilleure solution, la plus performante par rapport à ces enjeux. Voilà, plusieurs axes de développement, les nouveaux modes de travail avec notre approche de Bureau Libre qui a été expérimentée sur Bureau Libre Vendôme, sur les nouveaux modes de travail et des services, un développement sur la recherche à travers le laboratoire Génie Le Lab avec des sociologues qui font des thèses, notamment 2, et en lien avec un laboratoire de recherche, une chaire de l'Université de Nanterre et le consortium de recherche du CRDIA. Et puis depuis 12 ans aussi, on édite des bonnes pratiques en matière d'environnement de travail à travers le guide. Voilà pour une présentation très rapide de Génie des lieux. Je pense que vous nous connaissez déjà pour la plupart, donc je passe la parole pour terminer, enfin avant de passer la parole à Dora, de souligner ces 25 ans d'innovation qui était toujours dans l'ADN de Génie des lieux, en plaçant l'humain vraiment dès 96 au cœur de notre raison d'être. Très rapidement, en 2014, on a déployé des premiers projets en flex office, en nouveau mode de travail, auprès de BNP Paribas par exemple, Schneider, Électrique à Grenoble. L'accompagnement, bien sûr, s'est développé également très rapidement en 2015 et 2016 a été vraiment le démarrage aussi de cette recherche ancrée depuis l'origine, à travers le CRDIA notamment et des axes de recherche. Et puis en 2017, on avait ouvert un tiers-lieu à titre expérimental pour tester les conditions, les services à proposer à des salariés d'entreprise qui peuvent faire du télétravail non pas chez eux, mais dans un tiers-lieu à côté de chez eux. Voilà, donc on avait expérimenté un peu ces nouveaux modes de travail dès 2017. Voilà, je pense que je peux passer la parole à Dora maintenant. Alors oui, je vais faire un petit peu le lien avec Dora. En fait, pour ceux qui nous connaissent, vous savez que Génie des lieux, on a toujours l'habitude de se poser quand même pas mal de questions. Et là, en fait, on s'est dit qu'en cette période qui était quand même assez incertaine, hein, c'est pas la peine de le rappeler. Pourtant, je le fais, excusez-moi, mais que grosso modo, c'était certainement vous qui deviez avoir pas mal de questions. C'est vrai que entre on nous dit qu'il faut aller vite, qu'il faut réduire l'espace de travail. En même temps, il faut prendre le temps de réfléchir.
On dit qu'il faut venir au travail, enfin au bureau pour créer du lien social, mais en même temps, on doit garder à la fois nos distances et pas forcément être tous ensemble. Donc comment on arrive à faire du collaboratif en étant tous finalement éloignés? Du coup, entre injonction contradictoire, précipitation, réflexion, on se dit qu'aujourd'hui, être porteur de projet, ça doit pas être très simple. Et du coup, c'est pour ça qu'on a essayé d'imaginer un webinaire qu'on a appelé WebiKit, en se disant comment on va pouvoir vous aider, quelles sont les pistes concrètes à mettre en place, par quoi on commence. Donc, on essaye de le faire à peu près clair et assez simple, vraiment avec des outils à mettre en place, si possible, tout de suite. Donc, surtout, c'est fait pour échanger. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter voilà, ce qui vous pose problème, ce qui vous inquiète, etc. Et on verra comment, du coup, on peut vous aider. Donc là, je vais laisser la parole à Dora, qui va remettre un petit peu des éléments de contexte suite aux études et aux enquêtes que nous avons menées ces derniers temps, qui donnent quand même quelques indicateurs sur la marche qu'on pourrait suivre, monter. Voilà. Bon, Dora, je te laisse la parole. Alors effectivement, avant de regarder comment agir, c'est important de revenir sur le panorama, la situation dans laquelle vous êtes à la direction des entreprises et plus particulièrement les responsables services généraux, de l'immobilier, toutes les personnes qui seront porteurs demain d'un projet de réaménagement des locaux. Donc, grâce aux données qu'on a pu avoir issues de nos 5 enquêtes qu'on mène depuis le début du premier confinement, donc avril-mai 2020, et qu'on a pu interroger 16 000 personnes distinctes et donc mieux comprendre ce qui se joue aujourd'hui sur le territoire français, indépendamment de ce qui peut se passer dans chacune des entreprises, qui peut être assez différent. Ça permet en fait de construire une démarche plus adaptée et d'éviter aussi de reproduire des méthodologies à succès pré-Covid, mais qui sont aujourd'hui potentiellement de fausses bonnes idées. Alors, le contexte, Stéphanie, on a un peu parlé, effectivement, des espaces de bureaux moins occupés maintenant et potentiellement qui seront moins occupés demain aussi, en fonction de la façon dont vous allez développer le travail à distance ou maintenir le travail à distance. Des salariés qui viennent se voir, mais effectivement dans des bureaux vides. Donc, comment fait-on pour développer l'échange de collaboratifs alors qu'on est encore dans cette situation de crise? Comment vous pouvez être amené à prendre des décisions pour demain alors qu'on est encore dans une situation de confinement? Des entreprises aussi qui ont parfois finalisé leur nouveau site juste avant le confinement, quelques mois avant, voire juste au moment du confinement, donc sans avoir vraiment eu le temps de le pratiquer. Donc difficile de déjà prévoir des réaménagements alors que on a à peine testé ce qui a été mis en place, ou encore des espaces qui sont peu adaptés à l'hybridation et qui n'avaient pas été prévus dans ce cadre-là. Donc, des entreprises que l'on a interrogées, on voit que 64% d'entre elles sont en train d'imaginer un fonctionnement de lieu complètement différent. D'ailleurs, dans le questionnaire auquel vous avez répondu, on voit que vous êtes 77% à nous dire « nous sommes en pleine réflexion ». Donc, on voit bien que c'est aussi approprié pour vous. Et donc, la question qui se pose, c'est par où commencer? C'est pour ça qu'on a choisi ce thème aujourd'hui. Et à travers l'enquête qu'on a pu faire en janvier 2021, qui était à destination des directions d'entreprise, à la question sur quel volet votre entreprise a-t-elle le plus évolué, on voyait que le réaménagement des locaux était vraiment en bout de chaîne, avec simplement 2%. Forcément, c'est pas le sujet numéro 1. On doit d'abord agir sur la mise en place du télétravail, sur la communication interne, sur la formation des managers. Et on voit que c'est un thème qui vient juste après le réaménagement des locaux, qui va plus loin que la simple adaptation au départ de l'organisation. Maintenant, on rentre dans la transformation de vos entreprises, notamment à travers le réaménagement des locaux. Ça demande un petit peu de temps d'organisation, de prendre aussi les bonnes décisions. Donc, on voit ces fameuses injonctions contradictoires dont parlait Stéphanie, entre quand même prendre le temps de bien réfléchir parce qu'on s'inscrit sur des décisions long terme quand on parle de réaménagement, mais en même temps d'aller assez vite parce qu'aujourd'hui, la plupart des locaux ne sont pas adaptés à la situation. Et donc, cela joue sur la performance des entreprises ou encore, on est sur des logiques trop coûteuses parce qu'on voit que les espaces ne sont pas occupés et ça devient complètement dément pour les entreprises de rester dans cette situation. Et donc, à la question sur quel sujet votre entreprise aurait-elle besoin d'être accompagnée, forcément, on voit le réaménagement des espaces de travail comme un sujet numéro 1, puisqu'on doit absolument complètement imaginer ce que sera le lieu de travail de demain et
on est en train d'entrer dans des process d'innovation. Donc, c'est normal que vous vous posiez beaucoup de questions. Alors, un autre élément clé à avoir en tête, c'est que aujourd'hui, les collaborateurs n'ont pas envie nécessairement de revenir au travail. Donc, le nombre de non augmente. Le contexte joue beaucoup. Certes, la crainte du virus est encore très présente. C'est une des raisons principales de ce non, de cette faible envie de revenir au travail. Mais en même temps, de l'autre côté, côté des oui, il y a une vraie envie de retour à la normalité. Donc on voit que que le contexte joue des deux côtés. Mais une fois qu'on évacue ces deux sujets qui sont très dépendants de la crise actuelle, la principale raison du retour au bureau est par pression managériale. Et en fait, l'efficacité du travail, le besoin de travailler avec ses collègues ou le confort apparaissent bien après. Donc, et en plus, c'est principalement parce qu'au domicile, ils se concentrent mieux que les collaborateurs ne veulent pas revenir. Donc, à travers ces différents résultats, on voit qu'il y a un vrai besoin de transformation du bureau, en plus de son adaptation à l'organisation hybride. Donc, on n'est pas que sur ce sujet d'adaptation au travail à distance, mais sur des critiques profondes de la façon dont les bureaux ont été aménagés ou de ce que le confort du travail à distance a révélé des dysfonctionnements du bureau. Et donc, on va aller sur un besoin de réflexion complètement nouvelle sur la façon d'aménager les espaces. Un autre item important, c'est que la situation a créé de fortes attentes et des attentes nouvelles chez les salariés et qu'il existe un distinguo entre les salariés et les directions qui ne sont pas forcément encore prêtes à absorber entièrement les attentes des salariés. On voit par exemple 52% des directions ne souhaitent pas encore laisser leurs collaborateurs choisir librement leur lieu de travail. Pourtant, 66% des salariés en janvier nous disaient vouloir choisir librement leur lieu de travail. 67% des directions ne souhaitent pas proposer d'espace de coworking, elles ne le voient pas nécessairement intéressant dans le business model de l'entreprise, de se dire je vais offrir d'autres espaces, ça va me coûter encore plus alors qu'il y a la possibilité de travailler au domicile. Et pourtant, 58% des salariés souhaitent utiliser ou à minima tester un espace de coworking. Donc, on voit ces écarts exister. On voit donc une pression arriver du côté des salariés, un renversement, je dirais, des modes de fonctionnement dans les entreprises. On était beaucoup avant la crise sur forcément de la prescription du côté des directions pour le fonctionnement, le cadre, les principes d'organisation dans les entreprises. Et aujourd'hui, on voit que la révolution vient essentiellement des salariés, de leurs demandes, de leurs attentes. Et donc, on est en train de changer un peu les dynamiques. Et forcément, votre méthodologie d'avancement, vous, pour le raménagement des locaux, devra s'adapter à cette situation où ce sont les salariés aujourd'hui qui poussent à la transformation. Et donc, à la question, avez-vous de fortes attentes vis-à-vis de votre entreprise pour qu'elle intègre des changements tirés des enseignements du confinement? Forcément, à 68%, ils nous disent oui. Donc, de fortes attentes. On vous demande d'agir vite, mais la situation en même temps est sans précédent, le recul manque. Donc forcément, la question c'est quelles actions mener sans pour autant se précipiter et alors que la crise n'est même pas terminée et qu'on est en plein confinement. Alors, nos idées de génie pour mener la révolution. Alors, du coup, on a préparé un autre petit questionnaire que je vais lancer pour savoir un petit peu par quoi vous songeriez commencer votre petite révolution. Alors, j'affiche, je lance. Est-ce que vous voulez bien répondre? Alors, il s'affiche tout en haut, là, sur l'onglet à droite. On s'est demandé, voilà, par quoi vous commenceriez si vous deviez lancer un projet. On va se laisser quelques minutes de réflexion.
pour répondre, il faut cliquer il y a un petit répondre sur lequel il faut appuyer, cliquer pour pouvoir participer au sondage. Donc, on a les résultats qui s'affichent en temps réel, comme vous pouvez le voir. Ça bouge. Nous avons des résultats qui bougent. En tout cas, on a une petite répartition. Donc, du coup, réponse numéro 1, un cadrage avec la direction. La deuxième position, d'ailleurs, non, c'est pas la deuxième position. La troisième position, c'est un benchmark de l'existant. Ensuite, on a les 3. Et en dernier, une enquête auprès des salariés. Donc, Dora, je vais te laisser nous donner, je ne sais pas si c'est ton avis, en tout cas, voilà, nous partager un petit peu tes sentiments par rapport à ça. Et est-ce que finalement, on a répondu juste? Merci pour ces réponses, effectivement. Ça me permet de voir ce que vous avez en tête et d'y répondre. Je continue de voir les résultats qui bougent. Il y a beaucoup de suspense. C'est en train de s'équilibrer. Ok, je vais suivre au fur et à mesure vos réponses. Alors, effectivement, on a vraiment imaginé ce programme d'action à mettre en place, quelle que soit votre situation. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de ceux qui étaient dans une situation d'aménagement des espaces de travail juste avant le confinement, ou que vous soyez contraint par une fin de bail et vous deviez prendre des décisions tout de suite, ou que vous ayez commencé à lancer un projet mais que vous avez dû le geler. Donc, ça s'adapte à toutes les situations. On va revenir vraiment sur la chronologie de l'ensemble de ces actions, les points d'attention à avoir en tête et le contenu de chacune des grandes étapes. Alors, un panorama déjà global de la marche à suivre. Alors, le but, c'est de mettre en place un dispositif pour vous aider à innover sans grande prise de risque. Alors, pourquoi je parle de sans grande prise de risque? Parce qu'évidemment, peu de recul sur la situation actuelle, donc c'est important d'intégrer une certaine forme d'assurance dans vos choix, de vous laisser le temps d'avancer tout en allant vite. Donc, c'est cette contradiction qu'on va essayer, à laquelle on essaie de répondre à travers cette marche à suivre. Dans cette marche à suivre, pour ceux qui connaissent un peu les étapes classiques du design thinking, on est en plein dedans. C'est ce qu'on pratique à Génie des lieux, ce qui est l'une des démarches les plus probantes pour réussir à innover et à inventer des solutions dans un contexte où on ne peut pas se fier à ce qui a été fait avant, puisque avant, nous n'étions pas dans cette situation. Donc là, on est obligé de partir de zéro. Donc, pour partir de zéro, être capable d'innover. Donc, la démarche de design thinking est celle qui correspond le mieux pour aller le plus loin dans vos solutions, d'avoir des solutions vraiment adaptées et fonctionnelles pour votre entreprise. Ça passe d'abord par des étapes de recueil, puis de visualisation, c'est-à-dire traduire et statuer des solutions, expérimenter ces premières solutions, et enfin d'orienter les collaborateurs dans des solutions que vous aurez testées et que du coup vous aurez fait évoluer à la suite de ces tests. Donc, on va revenir dans la suite de ce WeBeKit sur chacune de ces étapes dans le détail. Ça vous donne déjà une petite idée de la temporalité, puisqu'on voit qu'à travers ces 4 phases, on est à peu près sur 1 an et demi. Donc, en gros, si on imaginait que vous commenciez aujourd'hui, on arriverait à l'été 2022, tout en sachant que cet été, vous auriez un CODIR, une direction qui verrait beaucoup plus claire pour pouvoir tester des solutions, pour pouvoir statuer sur des premières orientations, puisque les étapes recueillir et visualiser se terminent assez rapidement. Vous voyez, on arriverait à l'été. Alors, et vous auriez, avant la fin de l'année, déjà pu commencer une expérimentation à travers ce planning. Donc, on voit que ça peut aller assez vite. C'est adaptable aussi à tous les projets, parce que si vous n'avez pas la possibilité d'expérimenter, tout simplement parce que vous avez une fin de bail, que c'est pas possible dans votre projet immobilier de prendre tout ce temps, il suffit juste de réaliser les étapes recueillir, visualiser et orienter. Voilà, donc ça marche aussi. Mais on préconise quand même, si vous avez la possibilité d'expérimenter, ce que vous irez plus loin sur vos orientations, mais il n'empêche qu'il est possible de faire recueillir, visualiser et orienter uniquement. Et si jamais votre projet est nouveau et que vous n'avez pas eu la possibilité vraiment de le tester,
Les étapes de recueillir et visualiser nous permettent de temporiser en attendant la fin du confinement et ça vous permettrait de rentrer dans une expérimentation dès qu'on reviendrait dans une situation un peu plus à la normale et donc de pleinement expérimenter le potentiel de votre site avant même de choisir d'aller sur de nouvelles orientations. Je vois que ça s'adapte assez bien. C'est une démarche assez logique, me direz-vous, donc simple pour vous à retenir. Mais l'important, c'est qu'une fois que vous avez en tête cette démarche, ça va être de bien aborder chacune de ces étapes pour ne pas tomber dans les fausses bonnes idées. Et du coup, merci pour vos réponses à l'enquête parce que je vais revenir sur vos réponses. Alors, la première étape, recueillir. On aura beau en fait connaître tous les chiffres de nos enquêtes à Génie des lieux, vous aurez pu connaître les résultats par cœur sur le oui, le non, ce que souhaitent les collaborateurs. Chaque entreprise a une histoire, une culture, une organisation différente et forcément c'est pas nécessairement le reflet des moyennes nationales. Donc il y a un vrai besoin d'analyser votre entreprise, d'y ouvrir aussi le champ des possibles pour savoir où vous en êtes, ce que l'ensemble des parties prenantes de votre entreprise souhaiteraient, et noter les écarts et comprendre pourquoi ces écarts existent. Donc, l'important aussi, ça va être de bien connaître vos ressources, ce qu'il est possible de faire, la marche à franchir, et de projeter vos nouveaux lieux en connaissance de cause. Alors, on va revenir sur toutes ces fausses bonnes idées ou en tout cas des méthodologies qui fonctionnaient avant la crise et qui aujourd'hui ne seraient pas nécessairement les plus efficaces. Par où commencer ? Alors, la réponse à la question, pour nous, la plus efficace serait de commencer par une enquête auprès de vos salariés et non pas un cadage auprès de la direction, contrairement à ce qu'on faisait avant la crise Covid, où je vous aurais dit, avant la crise, non, il faut absolument commencer par un cadrage avec votre direction. On est rentré dans une logique différente, vous l'avez vu, la révolution, elle est poussée, elle est impulsée par les salariés. Elle n'est pas impulsée par la direction, encore moins impulsée par le management. Donc, ce qui va être important, c'est de comprendre où en sont les salariés, à quel point ils vont vouloir être dans votre entreprise demain, ce qui demain va leur permettre de rester, d'être motivés, de faire performer votre entreprise. Qu'est-ce qui les motivera au travail au sein de votre entreprise? Qu'est-ce qui permettra aussi demain de continuer à attirer des talents? Donc, les attentes sont fortes. Il existe des gros décalages entre les salariés et la direction. Donc, il faut aller interroger les salariés et rééquilibrer ces écarts. Donc, le standard des salariés a largement changé. Donc, vous devez connaître ce nouveau standard requis des salariés pour pouvoir agir. Et ça, c'est un changement fondamental dans la façon d'agir. Un autre élément, c'est que on est, comme je vous le disais tout à l'heure, dans une ère d'innovation. Donc, chaque entreprise doit pouvoir réinventer son bureau de demain. C'est pour ça qu'il est important d'aller interroger vos salariés d'abord, même si vous avez lu plein d'enquêtes, même si vous avez des éléments en tête de ce qui est en train de se passer en France. Vous devez regarder déjà ce qui se passe dans votre entreprise, qui peut être très différent. On peut avoir des chiffres complètement en décalage avec les chiffres nationaux que je vous ai présentés, parce que ça dépend de votre culture d'entreprise et de votre organisation et de vos métiers aussi. Donc, il y a un besoin de se re-questionner d'abord chez soi. Et donc, ça amène à la question du benchmark. Je vous conseille fortement de ne pas réaliser, pour l'instant, au début, de benchmark. On est sur un modèle de création, d'innovation, et on peut difficilement se reposer sur ce qui a été fait parce que pour l'instant, personne n'a rien fait suite à la crise. C'est trop tôt, en fait. Ou les entreprises qui ont agi pour l'instant sur des adaptations, d'organisation, etc., mais sur l'aménagement des espaces de travail, dans le peu de temps qu'on a eu, avec le peu de recul que l'on a, difficile d'aller se reposer sur ce que d'autres entreprises auraient pu faire. Elles auront fait des choses, vous aurez des benchmarks, mais de ce qui a été fait hors crise, avant crise, et donc dans un autre contexte. Donc là, on change vraiment le principe. Pas de suivi de tendance, mais il faut tout inventer. Et pour tout inventer, il faut partir de ce qui vous êtes et ce vers quoi vous souhaitez aller. Alors, ça passe par quatre grandes actions. La première, donc, d'interroger vos salariés. L'idée, c'est de prévoir un recueil des attentes de vos salariés pour le bureau de demain, tout simplement, en posant des questions de pourquoi revenir au bureau, à quoi devrait ressembler votre environnement de travail demain,
Est-ce que vous souhaiteriez tester un tiers-lieu? Quelles sont vos principales attentes sur une organisation hybride? À quoi devront ressembler les espaces, etc. Et ensuite, de pouvoir comparer les résultats par équipe, entre managers et collaborateurs, ou encore selon les tranches d'âge. Que vous puissiez avoir des filtres d'analyse de ce questionnaire et que vous restiez surtout pas sur une moyenne ou une présentation globale de votre questionnaire, des résultats de votre questionnaire. Cette enquête, elle permettra d'alimenter les réflexions auprès de la direction dans un second temps. Et donc de présenter ces résultats à la direction qui, elle, se sera exprimée séparément des salariés. Dans un deuxième temps, l'idée, c'est d'utiliser les résultats de ce questionnaire pour passer à une démarche plus qualitative dans le cadre de workshops. Après le quantitatif, donc le qualitatif. Ces ateliers sont organisés avec des représentants de chacune de vos équipes, chacune de vos directions, et de séparer les managers et les collaborateurs. Les managers et les collaborateurs ont vécu des expériences distinctes. Il y a des rapports hiérarchiques aussi forts entre les managers et les collaborateurs, bien sûr. Il y a besoin de laisser une liberté d'expression dans ces workshops, donc c'est important de séparer managers et collaborateurs et de spécifier les sujets de l'expérience des managers et des collaborateurs. Donc la séparation, elle est importante. Et après, sur le contenu, bien sûr, rebondir sur les résultats des questionnaires pour analyser les facteurs d'étonnement, les points différenciants, les tendances clés qui ressortent et qui sont communes entre les équipes. Mais pas simplement de revenir sur ce questionnaire. Les ateliers, ça va être aussi le moment d'échanger autour des bonnes pratiques qui ont eu lieu pendant la crise. Que les équipes parlent de leurs points irritants, de ce qui n'a pas marché, mais aussi de ce qui a marché et qui pourrait être pérennisé par la suite, ou ce qui a partiellement fonctionné, mais qui devra évoluer pour être un mode de fonctionnement pérenne. Et ensuite, plutôt que de faire un benchmark et de brainstormer à partir de ce benchmark qui va conditionner votre façon de penser, nous, on pense qu'il est important de plutôt passer son temps à construire des scénarios dans une approche qu'on appelle prospective. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire passer par des étapes du type. Premièrement, imaginez ce qu'il se passerait si vous faisiez rien. Voilà, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que ce serait vraiment dans quel contexte on arriverait, autour de quelles solutions, quelles seraient les conséquences positives, les conséquences négatives? Premier scénario de prospective. Deuxième scénario de prospective, quel serait le pire scénario? Qu'est-ce qui arriverait de pire dans votre entreprise? Les conditions catastrophiques. Et une fois ça passé, d'imaginer le scénario le plus fou en termes de transformation. Jusqu'où vous pourriez aller. Qu'est-ce qui serait le plus innovant, le plus intéressant dans cette situation? Et enfin, de terminer par, et donc, au vu de tout ça, quel serait le scénario le plus souhaitable pour votre entreprise? Passer par ces différentes étapes vous permet vraiment d'imaginer avec vos ressources, avec les bonnes pratiques qui ont eu lieu, qui ont été mises en place, avec les attentes des salariés, les attentes des managers, et donc vos particularités aussi, de concevoir des scénarios vraiment innovants, plutôt de partir de solutions et de photos d'espace pour essayer d'innover. Les benchmarks vous permettent d'évoluer, d'essayer d'ouvrir un champ, mais pas nécessairement d'innover. Donc voilà pour l'étape de workshop. Dans un troisième temps, ça va être important d'aller regarder votre potentiel physique, donc le potentiel de vos installations actuelles. Le nombre de sites que vous avez, leur flexibilité, leurs contraintes, leur taille, leur localisation, l'utilisation de tiers-lieux ou pas avant le Covid. Donc, un audit immobilier pour bien savoir dans quel périmètre vous vous situez et ce qui est possible de faire. Et pas simplement immobilier, mais aussi d'aller regarder le potentiel de votre mobilier, le potentiel de vos équipements. Et donc, mieux connaître, mieux identifier votre champ des possibles pour pouvoir mettre en place ce fameux scénario souhaitable. Et enfin, et simplement en dernière partie, la vision, travailler la vision avec la direction. Vous aurez les résultats des questionnaires, vous aurez fait vos workshops,
Donc du coup, vous aurez vraiment de la matière aussi qualitative des questionnaires. Et donc, il sera temps d'aller interroger individuellement les membres de votre direction pour identifier leurs ambitions du projet. On pourra mieux savoir ainsi si la vision de l'entreprise est en phase ou compatible avec les attentes des salariés. Et le but, c'est vraiment d'appréhender ce qui en ferait un projet réussi dans 5 ans, l'identité, vision d'entreprise, les attentes principales de la direction, les réalités budget aussi, les contraintes, les marges de manœuvre possibles. Donc là, le but, c'est vraiment de creuser avec la direction, d'aller dans le détail de ce qu'ils ont en tête avant de leur montrer les résultats des questionnaires, avant de leur montrer la résultante des workshops, de vraiment travailler cela en parallèle avec eux. Donc si je récapitule, commencer par un questionnaire, et ce questionnaire, le travailler dans le détail pour pouvoir ensuite filtrer par équipe ou par famille métier, par statut, par âge, pour pas en rester sur une tendance générale dans votre entreprise. Les disparités, ces disparités, vous pourrez les travailler dans les workshops pour regarder ce qui est une tendance commune, ce qui est par contre un différentiel, pour pouvoir trouver plus tard la bonne politique d'entreprise. Il faut d'abord regarder quels sont vos points différents au sein des différentes équipes ou entre les différentes équipes. Donc, bien penser à ces filtres dans le questionnaire. Ensuite, votre atelier sur mesure, que le benchmark n'est vraiment pas le point de départ pour nous, de penser plutôt à identifier et capitaliser sur les bonnes pratiques, de construire des scénarios dans une approche prospective, comme je vous en parlais, et de séparer les managers et collaborateurs pour vraiment aller dans le détail des expériences de tout un chacun. Ensuite, d'analyser votre existant pour connaître votre périmètre de base. Et là, quand je parle du périmètre de base, je parle bien de l'immobilier, du mobilier et des équipements. Et enfin, de terminer par la vision du projet pour la direction et bien de les interroger séparément sans leur donner au préalable les résultats et des questionnaires et des workshops. Voilà par où vous pourriez commencer. Donc, effectivement, il y a bien l'enquête et bien le cadrage par rapport à la question que vous avez posée. Mais vous voyez que la chronologie est importante aujourd'hui pour pouvoir aller plus loin. Et on exit pour nous le benchmark. Je peux poser une question, Dora? Oui, dis-moi tout. Juste, je reviens un peu sur le benchmark. Est-ce que, parce qu'on pourrait se dire que le benchmark peut aussi donner des idées. Est-ce que finalement on se censure pas finalement quand on regarde pas le champ des possibles, enfin se censurer, c'est-à-dire finalement est-ce qu'on se limite pas dans les idées? Ça peut être aussi une source d'inspiration que de regarder ce qui se passe ailleurs, même si aujourd'hui on n'a pas tous encore réagi par rapport à nos nouveaux aménagements, par rapport à ce qui vient de se passer. En fait, c'est une idée préconçue dans le contexte actuel parce que les espaces et l'organisation sont intimement liés, beaucoup plus qu'avant. C'était déjà le cas, petit à petit ça se développait, mais aujourd'hui avec le travail à distance, vous créez une fusion quasi totale entre l'organisation, les modes de travail et l'espace de travail. Donc du coup, les meilleures solutions, les solutions les plus innovantes vont venir des bonnes pratiques et de capacité à bien utiliser l'espace, plus qu'à travers des solutions qui ont pu être imaginées dans d'autres entreprises, des solutions purement spatiales, parce que quand vous allez voir des photos, vous allez voir des solutions purement spatiales. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin de travailler les 3 axes en même temps. Donc, dans les scénarios, vos collaborateurs vont d'abord parler de l'organisation, et de là, vous allez aboutir à des solutions spatiales. C'est pour ça que l'ordre est important. Donc partir d'abord de l'organisation pour aller vers des solutions spatiales plutôt que l'inverse, ça va refermer complètement votre champ. Okay. Voilà pourquoi j'exite. Ok, merci beaucoup. On va passer sur la suite des phases. Bon, donc sur la deuxième séquence, l'objectif est vraiment d'explorer, de visualiser l'ensemble des scénarios possibles en termes d'aménagement, puis de réduire progressivement le champ du possible par des arbitrages successifs. Il est vraiment fondamental, à notre sens, de prototyper ces idées en prenant en compte l'ensemble des données issues du recueil précédent. Vraiment, l'objectif, c'est vraiment de bâtir et de vous donner à voir des hypothèses d'aménagement répondant à ces enjeux de transformation qui répondent au cadrage précédent. On passe du souhaitable
au réalisable en visualisant les solutions à moyen terme et long terme. On peut bien sûr définir une évolution dans les solutions innovantes qui pourraient être mises en œuvre. En termes de méthodologie, nous avons plusieurs convictions. Sur la slide suivante, deux convictions. La première, c'est vraiment d'écouter la direction, de prendre des décisions au niveau de la direction générale. Ces décisions, c'est vraiment du registre de la direction générale pour définir une feuille de route. Après avoir écouté de manière plus large, c'est vraiment à la direction de prendre des décisions. Les nouveaux environnements de travail relèvent de décisions stratégiques et de choix managériaux. C'est pas simplement j'aime ou j'aime pas, c'est vraiment des leviers de management et de leviers au service d'une stratégie d'entreprise. Notre seconde conviction, c'est précisément de visualiser très concrètement les propositions d'aménagement qui sont faites afin de bien les comprendre. Très important de bien les comprendre et ensuite de les partager auprès d'un plus grand nombre de collaborateurs lorsque la décision a été prise. Donc pour ce faire, on propose un déroulé en trois temps. Définir d'abord le programme stratégique qui va permettre vraiment un alignement des différents points de vue entre les membres d'un CODIR sur les solutions d'aménagement, les leviers. Donc ça passe à la fois par des entretiens puis par une récisssion commune. Voilà. Ensuite, il est très important de bien visualiser ces scénarios, pas simplement en 2D, mais également en 3D. Donc, on vous montrera ensuite un peu une simulation des outils qu'on propose pour bien présenter les avantages, les inconvénients et voir les impacts, pas simplement d'un point de vue aménagement, mais les impacts d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue pratique, service, des différents scénarios. Et on termine donc sur cette seconde séquence par la définition d'une feuille de route, notamment à travers les deux scénarios qui vont être préférentiels par rapport à l'ensemble des scénarios qui ont été imaginés. Très concrètement, de définir un budget estimatif d'une mise en œuvre, d'un business case, un planning de mise en œuvre bien sûr, et puis de souligner l'impact en termes d'accompagnement au changement par rapport à l'ensemble par rapport à une situation actuelle, un contexte existant, une ambition. Il y a bien sûr des étapes différentiel, on va dire, entre la situation actuelle et future. Donc, il faut bien penser la démarche d'accompagnement changement pour atteindre ces objectifs. Voilà. Et puis, une feuille de route également sur la préconisation des différents projets associés, projets en termes de digitalisation, d'IT, de solutions digitales, d'impact RH et autres. Voilà. Au-delà du projet d'aménagement, il faut bien préconiser, lister l'ensemble des projets associés. Plus concrètement, donc sur cette seconde séquence, là, donc sur la slide suivante, en checklist, on peut souligner qu'il est très important dans le cadre du programme d'aménagement stratégique d'avoir un vrai atelier de partage, un temps de collectif au niveau du CODIR pour vraiment partager les propositions, les différents scénarios d'aménagement qui sont proposés, et pas simplement une restitution, mais vraiment qu'il y ait un débat sur les opportunités, les leviers, des différentes solutions. Voilà, c'est très important qu'il y ait vraiment ce temps d'échange pour aller vers un alignement des meilleures solutions et notamment des deux scénarios préférentiels qui peuvent émerger. Un point également très important sur l'établissement des scénarios en termes de 3D, c'est de rapidement pouvoir visualiser l'ensemble des scénarios sans interdit dans un premier temps. Enfin voilà, il faut vraiment élargir le champ des possibles, et notamment en utilisant des solutions de technologie 3D VR qui permettent une visualisation en temps réel et qui peuvent être en plus modifiables en séance par rapport à l'idée d'un participant, et si on modifiait ça, qu'est-ce que ça peut donner. Donc d'avoir des outils qui permettent vraiment
cette prise de connaissance, cette prise de visualisation en direct. Et puis un troisième point qui nous paraît très important, c'est notamment sur la feuille de route, c'est de lister pas simplement ce que ça va coûter en termes d'investissement, bien sûr, par rapport à la mise en œuvre de ces nouvelles solutions d'aménagement, mais certes également de déterminer les bénéfices. Voilà, l'immobilier est un coût, mais il faut pas oublier et surtout penser que l'immobilier est au service de la stratégie, des métiers, des collaborateurs. Donc, de déterminer les bénéfices pour l'entreprise, pour les métiers, les collaborateurs, l'impact carbone, l'attractivité. Voilà, mettre en lien les coûts et les bénéfices, ça nous semble assez fondamental pour valoriser, bien sûr, ce que l'environnement de travail, les nouveaux aménagements de travail peuvent apporter à l'entreprise par rapport à ce contexte, à ces différents contextes. Voilà un petit peu sur la deuxième séquence. Alors, sur la troisième séquence, l'objectif, c'est vraiment de déterminer, de tester les futurs lieux, les services, les modes de travail qui ont été déterminés très concrètement. Voilà, c'est très important. On les a imaginés, maintenant on va les tester, grandeur nature. On les a vus en 3D, mais maintenant on va les vivre en direct. Donc pourquoi cette expérimentation? Parce que l'expérimentation, un déploiement de nouveaux aménagements de travail peuvent coûter quand même très cher. On voit bien que les tendances des nouveaux modes de travail, on va peut-être aller davantage sur des locaux à nouveau cloisonnés, vers certaines modifications d'espaces collaboratifs. Donc ça peut quand même avoir une incidence significative. Donc il est très important de bien tester avant un déploiement. Voilà, si le scénario est très disruptif, il est à risque, donc important de bien mesurer son impact et sa pertinence avant un déploiement trop élargi. Et puis inversement, si le scénario n'est pas assez innovant, certes, il ne sera pas à risque sur un plan social, mais il risque de se révéler rapidement obsolète et donc de devoir potentiellement refaire des solutions d'aménagement 6 mois, 1 an après, ce qui serait quand même assez désagréable. Voilà. Donc pourquoi l'expérimentation? Parce qu'aussi les spécialistes, que ce soit internes ou externes, ne peuvent pas imaginer la meilleure solution au premier coup. C'est quand même très important de donner le droit à l'erreur, ce qui permet d'être plus innovant. Voilà. On donne le droit à l'erreur, ce qui autorise des prises de risques et de revenir en arrière si en effet les solutions qu'on a imaginées sont pas assez pertinentes, sont trop disruptives. L'enjeu, c'est d'imaginer des solutions plus créatives, innovantes, nécessitant dans une approche de design global des temps de programmation, conception, test et puis évaluation, qui va permettant ainsi de réajuster les hypothèses du scénario initial. L'expérimentation permet, voilà, de faire tourner la boucle du design pour affiner les hypothèses de programmation qu'on avait pensées en amont avant un déploiement. Et puis aujourd'hui, les solutions pertinentes ne sont plus simplement des solutions simples spatiales, mais hybrides et multiples. Donc il faut agir sur des dimensions, des impacts à la fois culturels, organisationnels, managériels, digital et serviciels. Donc il faut vraiment du temps pour infuser et embarquer toute l'entreprise, y compris auprès des directions RH, IT, voilà, où globalement c'est pas un projet d'aménagement, c'est un projet d'entreprise global et il faut associer l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Voilà. L'expérimentation, c'est vraiment donner du temps au temps, le temps de la réflexion, pour tirer les enseignements de la crise qui n'est pas réellement terminée malheureusement. Donc voilà, en attendant un retour entre guillemets à la normale, profitons de ce temps pour expérimenter des nouvelles solutions. Donc concrètement, en termes de méthodologie, on propose, voilà, on a quelques convictions qui sont fortes dans cette troisième séquence. C'est vraiment d'intégrer les innovations. Si on expérimente en innovant relativement modeste, l'intérêt est quand même moindre. Donc c'est très important d'innover, d'aller sur des solutions relativement disruptives. C'est prétendre, si ce n'est à la perfection, mais au moins à l'exigence et à l'exemplarité. Il faut être ambitieux. Si
sur les solutions expérimentées. On considère que l'expérimentation est vraiment la pièce fondatrice d'une démarche d'accompagnement, on va le détailler dans la 4e séquence. Et puis, on considère aussi que l'expérimentation, c'est un dispositif finalement dialogique dans l'entreprise, entre les différents acteurs, fonctions de l'entreprise, car il va permettre de capter, de faire converger les critiques positives ou négatives. Par exemple, sur le télétravail, il y a ceux qui disent que c'est très bien, d'autres qui disent que c'est pas bien. Enfin voilà, le débat, il n'est pas bien ou pas bien. C'est les débats doivent clairement se polariser sur une situation concrète afin d'analyser les bénéfices du travail et puis les risques qu'il faut accompagner. Voilà. Donc le pilote permet de formaliser et de synthétiser des critiques et que ça parte pas un peu dans tous les sens. Pour ce faire, en termes de méthodologie, 3 actions majeures, c'est vraiment de sélectionner les pilotes, c'est de tester les différentes solutions, et puis d'observer sur le terrain par des sondages, des mini-entretiens, des entretiens approfondis, des workshops, pour déterminer les enseignements. Voilà. Une dernière recommandation sur cette 3e séquence, c'est vraiment de prendre le temps d'expérimentation avant son déploiement. Par exemple, on a une collectivité locale qui envisage un déménagement de son siège en 2030 et le lancement en 2023 d'un marché de conception-réalisation. Donc, souhaite lancer maintenant une expérimentation qui va durer environ 18 mois pour tirer des enseignements et alimenter son cahier des charges qu'il doit définir en début 2023. Voilà. Voilà, donc là, sur cette dernière slide, vous avez les éléments clés de la mise en œuvre d'une expérimentation, vraiment définir les indicateurs clés, s'appuyer sur des occupants qui soient volontaires et représentatifs des différents métiers et dans des implantations de bâtiments qui sont aussi représentatifs. Ce qui est très important, c'est de s'appuyer sur un panel d'occupants et de concevoir le projet avec eux. Voilà. Et puis sur l'expérimentation, on doit s'appuyer sur une communauté d'ambassadeurs qui a été mis en place dès la phase un peu de la 2e séquence et qui va permettre de dérouler la suite du projet parce qu'ils ont été embarqués dans cette évaluation. Cette communauté d'ambassadeurs peut eux-mêmes, être concernés par l'expérimentation ou pas. Voilà, de manière un peu plus large, on peut observer. Et puis bien sûr, l'évaluation doit se faire selon les critères de réussite qui ont été pensés en amont pour être cohérent avec la démarche. Ok, merci beaucoup Pierre. Je vais passer la parole à Dora. Oui, et je voulais rajouter un petit élément sur la partie de représentation de votre expérimentation. C'est un critère fondamental pour que votre expérimentation vous serve vraiment à en tirer des enseignements généraux pour la suite, pour ce que je vais vous présenter dans la partie orientée. Donc, n'hésitez pas à démultiplier parfois des pilotes, par exemple, d'avoir plusieurs petits pilotes, mais avec des équipes distinctes parce que vous avez une hétérogénéité forte de mode de fonctionnement ou de métier dans votre entreprise et que du coup, ça fait plus sens d'avoir plusieurs petits pilotes plutôt qu'un grand qui sera représentatif que d'une famille métier chez vous, et donc les enseignements ne pourront pas s'appliquer aux autres équipes, ou encore on a certaines entreprises qui mettent en place des espaces tests avec plusieurs types d'aménagements et les équipes tournent. Plusieurs équipes viennent tester pendant 1 mois, 2 mois un même espace en fait. Donc, voilà, n'hésitez pas à être inventif, mais surtout à penser cette notion de représentativité et pas se laisser trop embarquer juste par la notion de volontariat, parce que vous devez faire aussi avec le volontariat, vous n'avez pas le choix, mais ça ne vous suffira pas si les volontaires ne sont pas suffisamment représentatifs de votre entreprise. Donc pensez bien les deux aspects. J'ai une petite question encore. Là, on parle beaucoup de pilotes d'expérimentation, et du coup, est-ce qu'on peut pousser l'expérimentation aussi justement avec des petits pilotes sur différents modes de travail? C'est-à-dire, est-ce que il y a des équipes qui peuvent être finalement sur tester le 3 jours de télétravail, d'autres qui voudraient peut-être rester à temps plein au bureau, avoir aussi des pilotes qui sont en parallèle sur différents modes
de travail et peut-être jusqu'à du management. Est-ce qu'on peut tester aussi un pilote sur du management en même temps? Non, oui, l'expérimentation porte à la fois sur les modes de travail, sur les lieux de travail et puis sur les pratiques finalement de ces différents lieux. Donc on peut séquencer et segmenter, on va dire, plutôt ces expérimentations. Telle population va expérimenter un espace des bureaux partagés, d'autres des solutions IT qui permettent de travailler à distance. Enfin, donc on peut tester des conditions de travail à domicile d'une dizaine de collaborateurs en apportant une amélioration en termes de confort, d'ergonomie. Voilà, donc on n'est pas obligé d'apporter toutes les solutions sur un même périmètre et une même population, ce qui peut être un peu complexe. Tout dépend de la situation de l'entreprise aussi, de la nature de ses locaux et de la nature de son déploiement, transformation digitale aussi. Enfin voilà, donc il faut être totalement souple et adapté. Ok, très bien. Merci. Dora, je te repasse la parole. Oui. Alors, la dernière phase est la phase orientée. Donc, que vous réalisiez cette étape après l'expérimentation ou après la visualisation, en fonction de votre contexte, temps et projet immobilier, quoi qu'il en soit, vous vous inscrivez après un moment test. Parce que dans la visualisation, on teste aussi des scénarios, on teste des solutions virtuellement. Donc, à ce moment-là, vous avez vu et vous avez fait évoluer vos idées. Vous avez testé des idées, vous les avez confrontées à d'autres points de vue, vous les avez confrontées à leur faisabilité. Donc, à ce moment-là, vous avez les idées plus claires. Il vous reste donc à mettre au propre ces enseignements pour impulser une politique cohérente d'entreprise. Donc, en fait, on est parti depuis la phase recueillir de l'exploration des idées, donc sur un champ très, très ouvert, pour arriver désormais à une étape où vous choisissez le cap et donc vous refermez une partie des possibles. Donc, on est vraiment sur une dynamique d'entonnoir. Alors, notre conviction forte, c'est qu'il y a charte et charte. Donc, la méthodologie choisie va la rendre plus ou moins légitime, fonctionnelle, utilisable et utilisée. Et donc, il est très important d'avoir une méthodologie assez précise pour éviter le livret sur étagère qui prend poussière et qui est trop éloigné du terrain et qu'en gros, on n'applique pas. Donc là, ça va vraiment dépendre de la façon dont vous la mettez en œuvre derrière charte. On peut tout entendre, tout imaginer. Donc, l'erreur serait de croire que la charte est un document récapitulatif, quelque chose de fixe en fait. L'enjeu de cette charte, ça va être d'orienter tous les collaborateurs dans la direction que vous avez choisie. C'est pourquoi il y a 2 étapes, la partie conception de votre charte et la partie diffusion de la charte qui doit déjà être pensée au moment de la charte. Donc, pour la partie conception, pour que cette charte elle soit vraiment fonctionnelle et utilisable, elle doit pouvoir déjà être co-conçue avec les différents acteurs, les différentes parties prenantes de l'entreprise, c'est-à-dire les acteurs immobiliers, les acteurs RH, les acteurs IT, les acteurs de la transformation au sein de l'entreprise. C'est vraiment une dynamique systémique au sein de votre entreprise parce que la charte touche à plusieurs sujets globaux, généraux d'entreprise et on doit pouvoir penser un petit peu à tout pour être sûr de n'avoir rien oublié, qu'elle puisse vraiment vivre dans le temps et surtout qu'elle soit portée par ces différentes parties prenantes. La charte doit aussi, pour être fonctionnelle, permettre les évolutions futures. Ça veut dire que c'est un document qui s'inscrit dans le temps, qui doit pouvoir vivre dans le temps. Donc pour ça, une charte, c'est d'abord un kit. C'est un kit à votre disposition qui vous donne toutes les solutions à terme. Plus tard, une équipe grossit, une équipe a besoin de changer d'étage, une équipe a d'un seul coup plus de managers ou plus de tel métier au sein de ses effectifs. Comment évolue leur surface? Quelles sont leurs nouvelles solutions qu'on mettra à leur disposition? Que vous puissiez être prêt à travers cette charte à faire évoluer les espaces et que ça ne nuise pas à votre projet, mais que vraiment ça s'intègre complètement dans votre projet évolutif d'aménagement des espaces de travail qui bien sûr ne s'arrête pas à l'emménagement. Cette charte doit pouvoir vous accompagner dans ces choix et de vous donner les différentes règles
au moment de l'aménagement et qui vont pouvoir s'appliquer après dans le cadre d'évolution. La charte doit pouvoir aussi être adaptée par famille d'activités. Si c'est une charte trop générale, qui donne des tendances et des orientations pour l'ensemble de l'entreprise, la charte aura des difficultés à fonctionner. Elle doit pouvoir revenir, on doit pouvoir revenir dans la charte sur vos différentes familles d'activités, leurs différents besoins, les différentes solutions qui sont propres à ces différentes familles d'activités ou familles métiers, on pourrait dire, et donc que les solutions soient déclinées en fonction de ça. En fait, c'est d'intégrer une forme de les spécificités quand même de votre entreprise au sein de cette charte, d'accepter qu'il existe des spécificités. On l'a vu au tout début à travers le questionnaire. Je vous disais, c'est important de filtrer et d'aller regarder s'il existe des demandes particulières, des différences entre les équipes, des différences entre les managers, entre les collaborateurs. Bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir adresser toutes les spécificités. C'est important de trouver des tendances générales pour votre entreprise. Mais de les gommer toutes serait pour nous une erreur. Il faut trouver ce que vous allez pouvoir adresser d'une façon générale, d'une façon standard, et ce que vous allez pouvoir adapter en fonction des activités, en fonction des métiers. Et la charte doit pouvoir résoudre cette logique et trouver le bon équilibre pour pouvoir adresser au moment de l'emménagement et à terme ces différents sujets. Enfin, la charte, de façon assez logique, mais c'est vraiment pas toujours le cas, c'est pour ça que j'insiste dessus, doit répondre à la stratégie d'entreprise et porter l'identité de marque. C'est plus que l'identité de marque, c'est vraiment les valeurs, la culture d'entreprise et le projet d'entreprise. Elle doit pouvoir décliner et offrir le moyen de répondre aux critères de réussite dont a parlé Pierre dans l'expérimentation. Mais les critères de réussite, ils sont déjà identifiés au moment de la vision, quand on fait les entretiens avec la direction et qu'on leur demande qu'est-ce qu'un projet réussit à 5 ans, et très précisément quels sont les indicateurs qui permettront de dire qu'est-ce qu'un projet réussit à 5 ans. La charte, elle doit s'inscrire dans ces critères-là. Elle est complètement connectée au projet d'entreprise et donc, ça veut dire qu'elle implique en amont le CODIR dans cette charte. La charte n'est pas juste un document pour les services généraux de l'entreprise, en fait. C'est un document d'entreprise, c'est un document stratégique et il y a un fort lien avec le projet d'entreprise. Et enfin, la partie diffusion, de penser dès le départ que ce document va entraîner une dynamique parmi les collaborateurs, doit entraîner une dynamique, doit être suivi, utilisé. Et pour ça, la charte doit d'abord être légitime. Une charte est légitime à partir du moment où il y a un haut sponsoring dans l'entreprise, qu'elle est portée par la direction. Et donc, elle doit être complètement validée dans le détail par la direction. Comme je vous disais, elle est liée intrinsèquement au projet d'entreprise. Et dans ce cas, la direction doit pouvoir s'impliquer. Ce n'est pas un sujet qui ne les concerne pas, bien au contraire. Ils doivent pouvoir comprendre les impacts de la mise en place de cette charte, aider à impulser cette charte vers les N-1 à travers des réunions de présentation, des échanges avec les managers pour qu'ils aident à appliquer cette charte et qu'ils soient aussi présents dans une escalade hiérarchique en cas de non-respect ou difficulté de l'application de la charte, qu'ils soient présents en fait dans la vie aussi de cette charte. La charte, elle a vraiment pour but d'être largement utilisée et respectée. Et c'est pour ça que dans la charte, dans sa co-conception, il est important de définir des ambassadeurs. Alors, les ambassadeurs, ça peut très bien être les personnes qui ont, par exemple, participé à la construction de l'expérimentation ou, pour ceux qui n'auront pas fait l'expérimentation, ceux qui ont participé au workshop du début sur la phase recueillir, les personnes qui ont commencé déjà à être impliquées sur le projet, qui sont représentatives des différentes équipes, des différentes directions que vous avez et qui vont donc vous aider à relayer le projet, à relayer le changement, parce qu'ils sont particulièrement formés à votre projet puisqu'ils y ont participé, donc ils ont plus d'éléments potentiellement que les autres collaborateurs, et ils font le relais au sein de leurs différentes équipes. Donc c'est le moyen de parler de la charte, de donner plus d'explications au sein des équipes, parce qu'il y a des personnes qui s'y connaissent plus et qui donc peuvent faire ce relais d'explications. Ils peuvent aussi remonter les dysfonctionnements de l'application de la charte. Donc ça crée un réseau de transformation et d'accompagnement au changement
dans votre entreprise. Donc, je peux poser une question, Laura, excuse-moi. Du coup, la diffusion, quand tu parles de la diffusion de la charte, après, elle est diffusée, en fait, elle est diffusée par qui? Elle est diffusée par la direction. Est-ce qu'elle est diffusée par les ambassadeurs au sein des équipes? Ou est-ce qu'il y a finalement une diffusion dès le démarrage du projet, enfin dès qu'elle est rédigée, cette charte, de façon plus générale auprès de toute l'entreprise d'un coup? Voilà, en fait, c'était... En fait, une charte, c'est un document complet et complexe. Donc, tout le monde ne peut pas le maîtriser dans le détail. Donc, c'est pour ça qu'il est important de définir des acteurs clés qui vont venir dialoguer avec l'ensemble des collaborateurs de votre entreprise. Et il en faut à plusieurs niveaux. Il faut la direction qui va faire ce dialogue avec les managers qui doivent la maîtriser un minimum. Et ensuite, ces ambassadeurs qui sont plus sachants sur la charte et qui vont aider les collaborateurs à se l'approprier au fur et à mesure sur les aspects qui les intéressent le plus. Mais tout le monde ne peut pas rentrer dans ce niveau de détail. C'est pour ça que c'est important de définir des animateurs de cette charte qui vont la mettre en pratique et la faire évoluer aussi après l'emménagement. Donc vraiment 2 étapes clés. Conception et diffusion, avec dans la conception l'importance d'intégrer toutes les dimensions du projet, toutes les parties prenantes de votre entreprise, aussi dans la co-conception, de penser le projet d'entreprise, de penser les familles d'activités dans cette charte, de penser toutes ces dimensions importantes doivent être dans une charte. Ce n'est pas juste un document qui rappelle des règles de surface, par exemple. C'est aussi un kit d'aménagement, donc qui doit être le plus possible autosuffisant dans votre entreprise, surtout auprès des animateurs. Il y a une problématique d'effectifs, il y a une problématique de grossissement d'une équipe, etc. On voit assez rapidement quelles solutions on pourrait adopter avec les responsables des services généraux de l'entreprise. Et enfin, la diffusion de la charte, parce que c'est un document qui doit vivre, qui doit être utilisé et facilement utilisable. Et dans ce cas-là, ce document doit impliquer la direction et pas que l'immobilier et les services généraux. Et on doit pouvoir anticiper cette dynamique en créant des animateurs, des porteurs de cette charte, parce que c'est un document très fourni et que tout le monde ne peut pas se l'approprier dans le détail. Très bien. Donc, vous l'aurez compris, il est clairement important d'aller questionner votre entreprise et vos salariés au cœur même de ce qu'elle est. Et en fait, les questionnaires, les enquêtes vous permettront de déterminer d'une certaine façon un petit peu la couleur de votre entreprise. Donc en fait, évidemment, ce qu'on vous conseille, c'est de démarrer un petit peu par des enquêtes. Nous-mêmes, c'est vrai qu'on en a lancé 5, comme Dora l'a dit tout à l'heure. Je vous mettrai le lien quand même dans le fil pour, si ça vous intéresse, de jeter un coup d'œil dessus. On en est à la 5e. On a également du coup lancé aussi notre enquête en interne, puisque c'est toujours intéressant. C'est vrai qu'on accompagne les clients, mais c'est vrai que c'est intéressant de regarder aussi ce qui se passe chez soi. Et c'est vrai que ça peut donner de bons indicateurs sur vraiment la couleur même de ces salariés, collaborateurs, amis, collègues. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger, si vous souhaitez, vous avez des petites problématiques, j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui étaient apparues dans le fil, je ne sais pas si tu les as vues, Dora, pour rebondir dessus. Voilà, on vous invite à les poser sur le fil. Tu vois les questions, Dora, sur le fil? Il y en a certaines auxquelles tu voudrais... Il y a une question par rapport au coworking tout à l'heure sur l'usage des coworking. Christine qui était étonnée en fait par le chiffre de 58% de salariés qui souhaiteraient tester à minima un espace de coworking. Moi, je suis étonné un peu entre guillemets de l'étonnement parce que je pense qu'on a tous un peu en saturation de travailler chez soi, donc de vouloir simplement au moins tester le fait de travailler
dans un environnement professionnel, donc en souhaitant bien sûr, en espérant qu'un espace de coworking de ce type soit bien aménagé, pas simplement avec des chaises en bois et voilà, et des tables de cuisine, mais bien aménagé à côté de chez soi, c'est concilier la proximité, mais la qualité en termes de sécurité, d'ergonomie et de conditions de travail. Donc c'est de devoir le tester, ça me paraît un petit peu normal parce qu'en effet, on n'a pas tous la place aussi au-delà de l'isolement que qu'induit le télétravail à domicile. Beaucoup de collaborateurs n'ont pas la place dans leur domicile pour travailler dans des bonnes conditions. Donc, je pense que c'est très important, au contraire, de pas considérer qu'a priori que les conditions de télétravail à domicile sont de qualité. Moi, je partirais du principe contraire. Et je suis même étonné que, à grande échelle, certaines entreprises ne se posent pas trop la question finalement oui, on va sur 2 jours, 3 jours de télétravail à domicile, mais est-ce que vraiment les conditions sont là, pérennes, de qualité? Voilà, je suis étonné un peu de cette approche, engagement un peu rapide peut-être aujourd'hui, et peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, 2 ans, il y aura peut-être des retours en arrière parce que finalement on verra que le télétravail domicile pose quand même des vrais problèmes, quoi. C'est peut-être l'occasion aussi d'expérimenter et justement de lancer des pilotes avec des coworking aussi. C'est ce qu'on avait essayé de faire en 2017 sur un tiers-lieu bureau libre duplex, mais en effet c'était un peu prématuré par rapport aux enjeux, par rapport aux attentes. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des tests dans des espaces de coworking déjà existants qui sont de plus en plus en réseau d'ailleurs, donc qui permettent peut-être des alternatives. Il y a une question aussi sur le retour à la normale, en fait, parce qu'il y a quand même une difficulté supplémentaire, c'est que oui, on réinterroge parce que tout est en train de changer et d'être bousculé. Donc, on s'interroge sur ce qu'on va faire de nos bureaux, mais c'est vrai que il y a aussi la problématique de est-ce que ça reviendra quand même un jour à la normale ou pas. Donc, ça veut dire qu'on doit penser des lieux qui sont finalement d'une certaine façon hybrides, c'est-à-dire hybrides pandémie et notre pandémie. Non, mais je vous laisse peut-être répondre, mais la normale, ça veut rien dire. Avant la crise, certains campus, immeubles de bureaux étaient déjà occupés carrément à 40%. Est-ce que c'était acceptable et normal de laisser des bâtiments de bureaux de très bonne qualité occupés à moins de 50% d'un point de vue durable? On construit des immeubles qui sont à moitié utilisés. C'est d'un point de vue développement durable, c'est quand même un peu, on peut se poser la question. Donc le côté retour à normal ne veut rien dire à mon sens. Ok. Dora, vous vouliez réagir aussi? Non, pour moi, aujourd'hui, c'est l'élément à prendre en compte, c'est qu'on est en train de basculer dans une dimension hybride. Qu'on soit demain sans le confinement ou dans un retour, on va dire, où on peut aller au bureau plusieurs fois par semaine. Voilà, je vais appeler ça comme ça pour pas dire normal. Et où demain, où on a à nouveau un virus et on est obligé de rester à 100% chez soi, quoi qu'il en soit, on est donc en train de basculer quand même, quoi qu'il en soit, qu'il y ait un virus ou pas, sur une organisation à minima hybride, voire être reconfiné plus tard pour être complètement à distance. Ça veut dire que on continue donc sur cette transformation du bureau, ça ne la contredit pas du tout, et on essaie de prévoir le bureau au maximum de sa performance quand on pourra y aller, et parce que quand même le télétravail à 100% n'est souhaité est souhaité par très peu de personnes. Donc on voit bien l'intérêt du format hybride. Donc pour moi, voilà, retour à la normale, pas retour à la normale, quoi qu'il en soit, voilà, la révolution est en cours et on a besoin d'envisager ces bureaux de façon hybride. Je voyais qu'il y avait une question aussi sur je l'ai sous les yeux, c'est pour ça, sur le type d'enquête. Est-ce qu'on conseille cette enquête même pour des grosses entreprises de plus de 3000 personnes sur un même site? Oui, bien sûr. Quel que soit le nombre de personnes, j'ai envie de dire, quel soit le nombre de sites, bien sûr qu'on conseille cette enquête. On est actuellement en train d'en faire sur des sites 3500, 4000 personnes. Donc oui, il y a bien sûr. Après, ce qui se travaille finement dans le cas d'un gros projet,
c'est les filtres. Voilà, on va pas nécessairement faire toutes les directions. Il y a peut-être des groupements à faire qui sont intéressants par famille d'activités. Enfin, voilà, ça, faut juste travailler encore plus finement la façon dont on va analyser par la suite les biais, les résultats, pour regarder les différences entre ces groupements en fait. Donc, oui, on le conseille tout à fait. Pas de différence. On a une petite question pour savoir sur chez nous dans nos propres locaux. Est-ce qu'on va changer des choses ou est-ce qu'on les a déjà changées, Pierre? On a optimisé l'occupation de nos bureaux, oui, pour tendre faire un taux d'occupation qui soit supérieur à 50%. Je pense que c'est même un taux qu'il faudrait débattre dans ces cadrages, dire à quel taux on considère qu'il est pertinent d'occuper nos bureaux. Est-ce que avant la crise c'était moins de 50%, de tendre sur des occupations au-dessus de 80%, je pense que c'est très dangereux parce que ça peut poser des vrais problèmes d'efficacité. Donc est-ce qu'un taux intermédiaire autour de 65, 70%, 75 est pertinent pour à la fois équilibrer un enjeu d'économie, enfin de financier, et puis un enjeu d'efficacité. Voilà, mais se retrouver dans des immeubles de bureaux où un poste sur 4 est occupé, on est dans un espace vide, c'est pas très dynamique. Enfin voilà, donc il faut absolument tester. Moi aujourd'hui, je teste aussi le télétravail un peu à longue distance. Voilà, c'est aussi une autre forme de télétravail. Je crois que c'est des choses qu'il faut un peu tester. Donc oui, on teste actuellement au sein de Gînes des Lieux des différentes solutions du concept bureau libre pour voir comment être le plus efficace et trouver un équilibre à la fois vie privée et vie professionnelle qui soit le plus pertinent. Après, comme on vous le disait, on a réalisé l'enquête auprès de nos propres salariés. Et en fait, nos aménagements, on les a aussi revus d'un point de vue usage. Donc, on avait une grosse partie de postes de travail. Et puis d'un autre côté, les espaces plus de réunion, d'échange. Là, désormais, notre espace de travail est une vraie ruche, en fait, parce qu'on s'est dit qu'on revenait au travail. On l'a vu dans les attentes principales pour se croiser, pour échanger, parce que vous savez qu'on travaille pour différents clients, pour différents projets. Nos échanges informels, ils sont fondamentaux pour la qualité de notre travail, mais aussi pour pouvoir travailler ensemble, parce qu'on travaille beaucoup en mode projet. Donc désormais, notre espace ressemble à une grande ruche. Nos espaces informels sont aussi nos espaces de créativité. On a plusieurs espaces projets. Et c'est l'essentiel de notre espace de travail et tout est organisé autour d'une même centralité pour pouvoir plus se croiser. Donc voilà, on a revu aussi le fonctionnement en se recentrant autour du travail collectif plutôt que les postes de travail. L'équilibre a changé en tout cas dans l'organisation de nos espaces. Il y a une question sur le taux d'occupation. Comment observez-vous le taux d'occupation? Écoutez, il y a différentes bannières. Je suis désolé, il y a des travaux chez moi. Peut-être un peu de bruit. On n'entend pas trop. Lointain. On peut simplement observer visuellement en se promenant dans les bureaux en disant, en voyant visuellement si c'est très occupé ou pas. On peut avoir aussi un indicateur au niveau des contrôles d'accès à l'entrée de l'immeuble. On sait tous les jours combien de personnes sont entrées dans l'immeuble, donc ça c'est un comptage global. Et sinon, ça peut passer aussi par des capteurs au niveau des équipements mobiliers et donc avec une visualisation plus précise. Voilà, mais on peut simplement visuellement voir déjà les choses et avoir une approche globale avec les contrôles d'accès. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir réaliser ces taux d'occupation et avoir des résultats que vous allez pouvoir utiliser pour vos projets d'aménagement vu le contexte. Donc, c'est plus intéressant pour vous de partir sur du déclaratif des attentes des salariés ou du déclaratif des attentes de fonctionnement équipe par équipe, d'ensuite de décider quelle sera votre politique globale de travail à distance pour ensuite décider du projet et donc des taux que vous allez appliquer de mutualisation ou pas, ou de rendre des surfaces ou pas sur votre projet. C'est plus intéressant de partir de cette donnée
que du taux d'occupation vu la situation actuelle. Mais en phase d'exploitation, plus vous souhaitez que vos locaux soient dans le centre de Paris ou dans un centre urbain, plus vous allez tendre à maximaliser le taux d'occupation pour rentabiliser l'investissement. Donc, c'est important dans la vie d'exploitation de mettre en place des systèmes de mesure de ces occupations pour être au plus près et éviter un seuil de saturation. Enfin voilà, parce que donc c'est en phase d'exploitation, c'est nécessaire de mettre des systèmes de capteurs et de comptage ou des outils qui permettent de se déclarer, de dire demain je vais réserver tel espace et voilà, et donc d'anticiper des suroccupations. Alors, je vous mets le lien pour l'outil de visualisation 3D. En fait, il y a une page sur notre site qui vous permet de visualiser. On en a parlé tout à l'heure dans l'étape visualiser. Je lance aussi un petit questionnaire de satisfaction parce qu'en fait, l'idée là, c'est de pouvoir vous aider au mieux dans cette révolution, comme on l'a dit. Donc, en fonction de ce que vous allez nous faire remonter, des sujets qui vous interpellent, qui vous interrogent, etc., on va essayer de s'aligner sur vos questions. En tout cas, on a décidé de lancer notre prochain Webikit sur l'hybridation, qui est quand même le sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire hybridation? Est-ce qu'on parle que des espaces? Est-ce qu'on parle des modes de travail, des générations d'outils? Donc, on pourra échanger là-dessus lors du prochain Webikit qui sera le 20 mai. Et puis, n'hésitez pas à répondre du coup au questionnaire de satisfaction ou à nous envoyer des mails, à échanger, etc. Et si vous voulez en parler évidemment plus longuement avec nous, si vous voulez qu'on fasse ce type de présentation aussi dans vos équipes pour expliquer un petit peu quelle est la démarche, si vous voulez qu'on échange là-dessus, et bien évidemment, n'hésitez pas à nous contacter, on est à votre disposition. Et c'est une période qui est quand même très intéressante et c'est vrai que ça nous intéresse beaucoup aussi d'avoir vos retours. Donc voilà, merci beaucoup d'être venu. J'espère qu'on se verra pour la prochaine édition. Dora, merci. Pierre, merci. Je ne sais pas si vous voulez conclure par un petit mot de fin. Écoutez, merci Stéphanie. Enfin voilà. non, je pense que oui, on a testé un petit peu cette nouvelle formule de webinaire qu'on appelle Webikit, ce qui permet vraiment de vous apporter des solutions. Donc, suivant bien sûr votre culture, votre positionnement, on vous a peut-être pas nécessairement appris beaucoup de choses, mais enfin voilà, j'espère qu'on vous apporte quand même un éclairage différent et un ton aussi différent, voilà, pour aborder de manière plus pertinente l'enjeu des environnements de travail qui doivent vraiment être au service de votre stratégie d'entreprise et pas simplement faire des bureaux pour se faire plaisir. Enfin voilà, on est vraiment dans un enjeu de stratégie en environnement sociétal et d'imaginer ensemble les conditions du travail souhaitables en agissant à la fois sur les modes, sur les lieux de travail et sur l'accompagnement des collaborateurs. C'est vraiment notre ambition de Saint-Denis des lieux. Donc merci à vous tous et puis donc j'ai noté le 20 mai rendez-vous pour le prochain événement. N'hésitez pas à laisser aussi vos contacts si vous souhaitez qu'on vous envoie les slides du webinaire et en même temps le replay si j'ai bien lancé l'enregistrement. Si tout s'est bien passé, on vous enverra tout ça. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.